Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de retrouver des invités spéciaux que vous avez déjà vus. Il s'agit, et oui, spéciaux, il s'agit de Stéphane, Stéphanie et Olivier qui se sont déjà présentés. Ils vont faire un mini tour de table rapidement, mais qui sont présents aujourd'hui pour nous parler avec leur expertise en tant que meneurs de jeu et joueurs de campagne à long terme. On va vraiment aborder des sujets très intéressants, entre autres, comment créer un personnage pour des campagnes à long et très long terme, tout l'investissement aussi dans le personnage, mais également, quelle est la différence dans l'investissement de temps, d'énergie, d'émotion aussi, entre un meneur de jeu et un joueuse de campagne de jeu de rôle à long terme. Donc, ça va être intéressant d'explorer cet univers. Donc, encore une fois, juste peut-être vous présenter vite fait en quelques mots un petit tour de parole avant qu'on explore le jeu de rôle plus en détail. Les dames d'abord. Bon, il y en a qu'une, ça fait que c'est beau. Stéphanie, joueuse de jeux de rôle science-fiction, d'horreur, le plus de créatures bizarres, le mieux. Campagne à long terme, à court terme, tout ce qu'il y a comme jeu de rôle. J'en mange. Ouais, tout. Aventureuse aussi. Aventureuse, oui, c'est vrai, oui. Ça vient avec. Génial. Donc, une passionnée. Et moi, je suis le passionné aussi, mais plus joueur. Je n'ai jamais été maître de jeu du tout. Donc, ça fait des décennies que je cherche le meneur de jeu idéal pour me faire vivre des émotions fortes avec ces parties. Et sa quête est finie. Oui, hein, c'est ça. Donc, moi, c'est Stéphane. J'ai été joueur pendant des années, maintenant depuis maître de jeu sur les campagnes à long terme depuis 2004-2005. Et donc aussi, on est organisateur avec moi, Stéphanie, de Draconis. Oui. Festival de jeux de rôle. Et oui, de Montréal. Quand même, ouais. Et voilà. Draconis qui est très présent et impliqué justement dans le jeu de rôle, que je vous invite je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo, bien sûr, mais que je vous invite à aller voir et participer si vous aimez les jeux de rôle ou que vous voulez découvrir les jeux de rôle. C'est un super endroit pour découvrir les jeux de rôle. Et en tout cas, si tout va bien, là, si ça continue à progresser comme ça, on va être là en personne l'année prochaine. Effectivement. Ouais, on croise les doigts. Autour du mois de mars. Exact. Génial. Donc, merci pour la petite présentation. Vous avez nommé des mots-clés: passionné, meneur de jeu, joueur, joueuse, campagne à long terme. Justement, je vais partager une petite expérience personnelle. J'adore le jeu de rôle. J'ai joué à plusieurs jeux de rôle, mais j'ai jamais réussi à faire ce qu'on appelle une campagne à long terme. Soit que les joueurs abandonnent, soit que le meneur de jeu a plus de temps ou abandonne, soit que finalement le cours de la vie fait en sorte qu'on prend plus de temps pour jouer, etc. Ce qui a fait en sorte que j'ai jamais pu expérimenter vraiment une campagne à long terme. Peut-être, ça serait intéressant justement de voir pour vous, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une campagne à long terme? Ça veut dire, dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez qualifier déjà de campagne à moyen ou long terme? C'est quoi la différence dans l'investissement de temps, dans aussi peut-être comment est-ce que le groupe se solidifie, se consolide comparé à des campagnes à court terme? Je vous lance une petite question surprise, là, ça vient de me passer par la tête. OK, je vais commencer dans ce cas-là parce que c'est... comme je dis, moi, j'en fais depuis 1996 comme joueur. Et oui, comme toi, j'ai joué pendant 5 ans, puis c'est ça qui m'intéressait. La raison pour laquelle j'ai commencé à jouer des jeux de rôle, c'était pour jouer des campagnes, des grandes histoires. Et avec un groupe d'amis, j'avais commencé en 91 et ça n'a jamais fonctionné. Comme tu dis exactement, mais il y a aussi juste le côté de manque de préparation, le manque d'originalité, le manque de vouloir persévérer sur ces aspects-là. Et finalement, c'est quelqu'un que j'avais connu autrement qui disait que lui, il faisait des campagnes à jeux de rôle depuis longtemps et ça se donnait qu'il était à Montréal.
Donc, c'était même moi, je jouais avec le système GURPS et c'était un des personnes qui s'occupait de GURPS à ce moment-là, puis ça se donne qui était à Montréal. Et à un moment donné, un de ses joueurs, a décidé de partir, justement, pour aller ailleurs, pour aller à Ottawa. Et bon, je me suis faufilé là-dedans. Et en plus, c'était des Anglais, puis moi, je parlais pas beaucoup anglais à ce moment-là. Fait que ça me donnait en plus l'idée, l'occasion de pratiquer beaucoup mon anglais. Mais c'est vraiment là que j'ai commencé. Moi, ce que je considère une campagne à très long terme, au minimum, ça va varier d'une personne à l'autre. Et bon, moi, mon critère, c'est environ 3, 4, 5, 6 ans de campagne, là, comme Crépuscule Galactique qu'on est en train de faire, a commencé en août 2016. Donc, on va littéralement, dans un mois, là, fêter la 5e anniversaire de la campagne. Eh bien oui, hein, si vous ne saviez pas, là, mais c'est le cas. Donc, mais je veux dire, tu peux avoir des campagnes à 1 an, 2 ans, 3 ans, ça c'est selon son style. Puis même là, il y a quand même plusieurs types de campagnes. Il y en a qui vont faire des campagnes juste, c'est une suite d'aventures séparées, juste que c'est dans le même groupe, dans le même monde et avec le même groupe. Moi, c'est vraiment une aventure, évidemment, qui est séparée en différents scénarios, en différents chapitres, mais c'est l'équivalent d'un roman, c'est-à-dire que c'est une seule histoire qui se passe sur 5 ou 6 ans. Et évidemment, comme tu peux le penser, c'est pas nécessairement facile de maintenir l'intérêt de tout le monde dans ces affaires-là. Faut dire qu'on est arrivé aussi, par contre, chanceux là avec le groupe que j'ai, là c'est stable. On a presque pas, on a des allées et venues. Mais le corps du groupe est là depuis presque 8 ans à peu près. Et il change pas vraiment. Tout le monde a l'air comme... En fait, c'est que tout le monde, on a quand même tout un certain âge. Donc, la période où il y a beaucoup de changements avec les nouvelles familles, les nouveaux travails qui commencent, c'est passé. Donc, à ce moment-là, le monde a une vie plus stable et donc, on a moins de problèmes de gens qui se déplacent et tout ça. Oui, et là, c'est intéressant. Donc, de voir qu'effectivement, à un moment donné, dans notre vie, on atteint une espèce d'état de stabilité. Et dans cet état de stabilité-là, ben, c'est peut-être un bon moment pour partir des campagnes à long terme, parce qu'il n'y a plus d'imprévus et de chaos un peu de la vie qui nous empêche de vraiment s'investir. Ben, pas qu'il y en a plus, il y en a moins. Il y en a moins, effectivement. C'est ça, j'allais dire, ouais. Ben, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, évidemment, il y a la période quand on est jeune, peut-être dans l'adolescence ou jusqu'à peu près au début de la vingtaine, où ce que là, on va jouer beaucoup. Puis après ça, justement, il y a une période où on va se déconnecter. Comme je te disais, on finit les études, on commence un nouveau travail, on se trouve un chum, une blonde, ou n'importe ce qui vous intéresse, fondez une famille, vous allez à la bonne place. Et après un certain temps, il y a comme une période de changement, ben, il y a une période de stabilité qui revient. Puis c'est là que tout le monde, il y a plusieurs personnes qui vont se dire, ben écoute, j'aimais ça dans ce temps-là. Fait que, tu sais, ça m'intéresserait de recommencer. Puis là, ils se remettent. Puis là, évidemment, étant donné qu'avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile de rentrer en contact avec des gens qui jouent, ce qui était vraiment pas le cas quand moi j'ai commencé. Ben là, ça devient beaucoup plus facile à se trouver des gens. Puis là, avec en plus le jeu en ligne, même si tu es tout seul dans ton coin, ben tu peux quand même jouer avec d'autres personnes qui sont ailleurs dans la province. Tu sais. Exactement. Donc, c'est toujours plus facile de jouer à distance, de s'assembler, trouver des horaires communs On non, mais oui, mais c'est parce qu'il y a toute une polémique qu'il y a eu sur de Draconis à propos des jeux à distance. Évidemment, on a tous été obligés de switcher à distance à cause de la pandémie. Mais il y en a qui trouvent ça bon, mais pour moi, c'est mieux que de pas jouer, ça c'est certain. Mais ça sera jamais pareil que de jouer en personne, de voir tes amis avec toi, parce que veux pas quand tu joues avec quelqu'un, même si c'est une nouvelle personne qui commence dans ta campagne, ben après 5 ans, là, je veux dire, si t'es pas ami avec elle, t'aurais pas de toffé avec elle. 5 ans, là, à un moment donné, ça aurait arrêté. Effectivement, et là, c'est très intéressant. Je garde en tête, dans le fond, cet aspect-là de création de relations d'amitié entre les individus joueurs. Mais avant d'embarquer là-dedans, abordons justement un peu plus la création même des personnages. Ça veut dire que tout d'abord, quand vous jouez dans une campagne à long terme, est-ce que c'est dit dès la session 0 que ça va être une campagne à long terme? Est-ce que c'est prévu? Ou est-ce que c'est plus on y va au jour le jour, puis oups, un moment donné, ça fait 5 ans?
On connaît... De mon côté, excuse, vas-y, Stéphanie. J'allais juste dire, on connaît tous Stéphane, fait qu'on sait tous quand on s'embarque d'une game que ça va probablement durer à long terme. C'est clair. C'était juste ça, je voulais dire. Je veux dire, ça fait partie de notre contrat qu'on a ensemble. Et voilà. C'est clair que pour moi, on s'embarque pour plusieurs années, fait que faites votre personnage en conséquence. Mais vas-y, Olivier. Ben, parce que j'imagine que j'ai été chanceux, moi, de mon côté, parce que j'ai juste fait des campagnes à long terme. J'ai jamais fait de petites campagnes. Puis dès le départ, à chaque fois que je répondais à une annonce au Valet de Cœur, c'était vraiment marqué qu'il fallait que c'était pour une campagne. Il fallait qu'on ait une certaine disponibilité pour essayer de développer quelque chose. Donc oui, c'était toujours, pour moi, c'était essentiel. Je n'avais pas d'intérêt sinon à commencer juste des modules. OK, intéressant. Donc, j'en comprends pour toi, Olivier, tu as un profil de joueur peut-être différent de Stéphanie. Tu sais, Stéphanie, tu nommais à court terme, à long terme, tu sais, un peu de toutes sortes de campagnes. C'est ça, une grande variété. Tu sais, je m'arrête pas en me disant, ça, c'est à court terme, ça m'intéresse pas. Tu sais, une aventure, c'est une aventure. Qu'elle dure 2 semaines, qu'elle dure 10 ans. Je veux dire, tu vas vivre des choses différentes l'un et l'autre. Puis c'est comme manger du fast-food puis manger un filet mignon, tu sais, c'est pareil. Un jour sur 2. Exactement. Olivier, il est plus fancy là, avec son... En plus, c'est un sommelier, là, fait que... Donc, d'accord. Le lien est quand même intéressant. Oui, effectivement. Très intéressant. Et là, ça va être intéressant. Oh oui, excuse-moi, vas-y. Je voulais juste dire, de mon côté, évidemment, je préfère les campagnes à long terme, mais par contre, de temps en temps, ça me dérange pas de jouer des petites aventures, surtout évidemment au festival, par exemple. Mais en général, non, je préfère de loin les campagnes à long terme, effectivement, parce que ça demande beaucoup d'intérêt, ça demande beaucoup, il faut s'impliquer beaucoup, autant comme joueur que comme maître de jeu, mais c'est ça qui m'intéresse, pareil. OK. Et ça transpose dans ton style de meneur de jeu aussi. Absolument, absolument. Ben, peut-être que aussi, c'est que j'ai eu une certaine, comment je peux dire, expérience surtout théâtrale. Fait que peut-être que c'est pour ça que je m'investis plus à long terme, parce que c'est comme une création de personnage à ce moment-là, puis tu vas aller chercher une profondeur, puis un background, tu sais, fait que... Il y a des choses qui s'expliquent tout d'un coup. Ouais. Et voilà, vous découvrez encore. Quelque chose. Non, je ne savais pas celle-là, oui. Donc, c'est très intéressant. Et là, ça veut dire, autant vous jouez ensemble depuis longtemps, autant j'en comprends que vous avez 3 profils quand même différents de joueuses. Donc là, ça va être intéressant pour la prochaine question, qui est justement, donc sachant, disons qu'on part du principe que c'est clairement nommé à la session 0 que c'est une campagne à long terme, donc pas de surprise. On veut de quoi à long terme. Comment est-ce qu'on crée un personnage pour une campagne à long terme? Tu sais, justement, pas tomber, qu'on avait discuté précédemment dans l'ennui, mais aussi pour, est-ce qu'on crée un personnage qui nous ressemble pas? Comment est-ce qu'on en vient aussi à s'investir émotionnellement dans le personnage? Est-ce que dès le départ, on essaie de faire un personnage dans lequel on se sent déjà investi, connecté, ou ça se fait graduellement? Tout plein de questions. Ben, moi, je pense qu'il y a un grand investissement initial, ça c'est sûr. Mais en même temps, on connaît pas la suite, hein, c'est sûr. Donc, on espère, il y a une relation de confiance qui s'établit avec le meneur ou la meneuse de jeu à ce moment-là. Parce que, effectivement, si on a pris le temps de mettre autant de détails, c'est qu'on espère qu'ils vont s'intégrer à l'histoire et qu'il va y avoir une partie de l'histoire qui est reliée à eux autres aussi. Donc, c'est un peu cette anticipation-là il y a un chapitre que c'est nous autres, là. Fait que ça, c'est vraiment excitant. Ça fait partie du thrill de faire un long terme, je pense. Et là, c'est intéressant. Je me permets d'ajouter un petit quelque chose parce que tu parlais du théâtre. C'est un peu aussi à travers la campagne de jeu de rôle, d'avoir son one-man show. Donc, d'avoir son espace, justement, pour s'exprimer puis faire son solo, là. Ouais. Dans son cas, c'est effectivement... approprié. Mais c'est correct parce que c'est le fun. Okay. Il prend pas la place des autres. Il se fait juste... donc, il prend sa place. Ouais. Mais c'est ça qui est essentiel, parce que c'est comme ça qu'on crée les liens avec les autres personnages aussi, qu'on a des surprises souvent à ce moment-là, parce qu'on a une vision on s'entend pas toujours où est-ce que ça va aller, cette vision-là, à cause justement de la part des autres personnages. C'est vraiment génial pour ça. Justement, tu m'amènes dans une direction que moi, mes personnages, quand je l'écris,
D'un fois, j'ai une idée particulière, comme je sais que je veux jouer tel type de personnage, mais d'un fois, je me dis, je veux vivre un certain truc particulier avec d'autres personnages. Je crée un personnage qui est dans un créneau qui je sais qui va interagir différemment avec les autres. Des fois, tout n'est pas défini. Je veux dire, je me dis pas, je veux vivre ça avec telle personne, vivre ça avec telle personne. Je me dis, je me mets à une place, puis je sais que par le fait que le personnage commence qu'il est, je sais qu'il y a des risques que telle affaire se passe. Fait que je vais... Comme mon personnage de Crépuscule Galactique, pas Crépuscule, excusez-moi, mon démon, là. Ah, Abraxem. Ouais, c'est ça, Abraxem. Tu sais, au départ, là, je me suis pas dit, je vais faire un personnage qui va être obsédé du sexe, qui aime torturer le monde. Non, mon but au début, c'est, OK, tout le monde joue des anges. Ah ouais, je joue le seul démon. Ah ouais, c'est pas moi, c'est tellement loin de moi. Je vais me laisser aller. Je vais sortir les trucs les pires que je pense. Sous l'excuse que, hey, c'est un démon, faut qu'elle fasse ça. Sérieusement, les affaires que je fais des fois, là, c'est comme... Je me dis à un moment donné, comment est-ce que le monde va réagir si je fais ça? C'est ça. Elle nous a tous surpris pour celle-là, Stéphanie, comparé aux autres personnages qu'elle jouait. De sortir avec un démon, puis le jouer effectivement comme très ouvert. C'est comme on s'attendait pas à celle-là, fait que ça a fait. Mais c'est venu encore une fois, c'est venu comme à travers la game, tu sais, c'est comme tu dis, c'était pas préparé. C'était juste, ça semblait normal d'être comme ça, fait que c'est devenu comme ça. Oui. OK. Oui. Puis des fois, il y a des challenges. Il y a d'autres personnages qui blancent ces affaires, puis je suis comme, OK, c'est beau. C'est ça, il y avait un petit côté aussi de faire rager les anges, là, tu sais, pour dire, on fait des comportements qui sont pas angéliques du tout. Ah, le fun! J'ai vraiment hâte de rejouer ce personnage-là. Je vais juste le dire comme ça, là. Stéphane le sait, tout le monde le sait. Ouais. Je le dis assez souvent. Non, c'est juste que la campagne a été mise... Pour finir Crépuscule Galactique, on avait commencé un autre, celle-là, mais on l'a mis sur pause parce qu'à un moment donné, j'étais plus capable d'avoir 2, 3 campagnes en même temps. Sauf que, évidemment, dès que Crépuscule Galactique se termine, on reprend Mitaine d'Amoron, qui est notre... En fait, Mitaine d'Amoron est comme notre méta-campagne, où que toutes mes autres campagnes avant font partie du même multivers. Et la campagne de Mitaine d'Amoron, là où c'est carrément les personnages jouent des dieux, des anges et des créatures très puissantes. Et là, il faut qu'ils dealent avec la nature même de tous les conflits qui s'est passé dans toutes les autres dimensions. Wow. Juste pour mettre ça un petit peu plus complexe que c'était. Oui, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que des fois, tu prévois quelque chose, puis tu te laisses surprendre. C'est comme ça sert à rien des fois de tout faire un truc tout écrit à l'avance, genre comme des mecs. Comme certains maîtres de jeu qui disent moi je vais faire telle affaire, puis là d'un coup le personnage dit moi finalement je vais aller par là. Mais il y a ça qui est préparé. Fait que, des fois tu te crées des petites affaires, tu lances des lignes, puis à un moment donné, ça mord. Fait que intéressant. Hein? Ouais. Et là, vas-y. Encore une fois, vas-y, Stéphane. Bon. Je m'en ai dit, en fait, ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'au niveau des habilités des personnages, ça, en général, quand les gens, évidemment, il faut qu'il y ait un concept, il faut qu'il y ait une idée du personnage qu'ils veulent jouer, puis en même temps, il faut que ce soit des personnages qui soient suffisamment différents des autres pour qu'ils aient leur moment à être au soleil, avoir leur 15 minutes de pain. Moment de gloire. C'est ça, exactement. Donc, il faut pas qu'ils soient pareils. Mais ça, en général, c'est quand même assez bien connu, puis on le sait. Par contre, tout le côté, justement, social, les relations que les personnages vont développer entre eux autres, ça, évidemment, il n'y a rien de prévu à l'avance, et ça fait juste... vous avancez, ça fait juste apparaître finalement pendant la session. Il y a une anecdote que je veux parler, puis je trouve ça plate qu'Isabelle soit pas là parce que ça concernait de ses personnages. C'est dans une campagne qu'on a finie, qui était, ça s'appelait les guerres de sang, ça se passait dans les années 30 et 40, et elle jouait une espionne, là, la femme fatale, l'espionne, mais qui allait jamais trop loin. Qui faisait toujours jouer, tu sais, t'es grande séductrice et tout ça. Puis elle le faisait parce qu'elle aimait ça, elle adorait. Elle, c'était son personnage, sa vision elle-même, sa vision parfaite d'elle-même, si tu veux. Et après ça, il y a une autre joueuse qui a décidé de jouer une lesbienne.
Et dans les années 40, là, fait que, c'est comme... C'est pas là, bon, il est arrivé un paquet de petites affaires, ils se sont retrouvés dans le futur, et ils avaient découvert, par exemple, que dans ce futur-là, les deux étaient, finalement, quand le mari de l'espionne était mort, et finalement, elle s'était mariée avec la lesbienne. En tout cas, le monde allait finir, puis s'écrouler, puis tout ça. Fait que quand ils sont revenus dans le passé, dans la période normale, Isabelle, celle qui faisait la grande séductrice, est allée voir directement l'autre personnage et ils ont décidé de former un couple. Ah oui. Et ça a joué un rôle super important jusqu'à la fin de la campagne, mais c'était tout à fait improvisé sur le coup. C'était juste un petit détail que je donnais juste pour rendre ça plus intéressant, là, le fait qu'ils parlaient avec un hologramme du futur. Et ils ont comme saisi là-dessus, puis ils sont partis avec ça, puis de façon, comme je t'ai dit, aucunement planifiée, puis c'est devenu un événement majeur de la campagne. Là, puis à la fin, il y a eu beaucoup une finale spectaculaire juste à cause de ça. Fait que, on se laisse guider, puis... C'est ça. J'en comprends que y a justement une belle co-construction entre le ou la meneuse de jeu et les joueurs selon les personnages qu'ils ont décidé de créer. Puis après ça, bien sûr, la relation entre les personnages qui, elle, est pas nécessairement planifiée, comme dans la vraie vie au final. Ouais. Et en lien avec ça, j'ai une question qui... on parle... Puis tu l'as nommé, on parle beaucoup de développement des forces. Souvent, on fait un upgrade des armes, des pouvoirs, etc. Mais est-ce que... comment vous faites, en fait, pour développer la personnalité de vos personnages? Parce que dans une campagne à long terme, un peu comme dans la vraie vie, un personnage ne va jamais... En fait, je pense pas, là, toujours avoir les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes attentes, même attitudes, etc. Donc, il y a comme une évolution qui se fait naturellement dans le changement, dans la maturité, dans les expériences de vie. Comment est-ce que vous faites pour intégrer ça à travers votre personnage? Oh, ça, c'est une grosse question. J'ai peut-être un début de réponse, par exemple. Parce que... je sais que je n'ai parlé à certaines personnes d'autres groupes, puis je sais pas, je n'ai déjà parlé à Stéphane aussi. C'est que quelquefois, quand je suis pas sûre où un personnage va, après un épisode, après une partie, d'un fois, je reste dans l'esprit du personnage, puis je me mets à écrire qu'est-ce que le personnage se sent sur le moment. Fait que des fois sur le moment, c'est un peu bordélique, puis après ça, tu retournes quelques jours après, puis tu vas relire ça, puis ou même la partie d'après, je vais le relire, puis comme je reste dans l'esprit du personnage, puis je me dis, OK, à cause de ça, comment est-ce qu'elle s'est sentie? Il y a ça qui est arrivé, peut-être une semaine, il s'est passé ça. Ça donne une espèce de direction, puis souvent, c'est ça, ça me permet de garder une ligne. Puis aussi, des fois, même dans le futur, de me dire, OK, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ben ça veut dire que là, c'est comme elle en a assez, fait qu'il arrive ça, tu sais. Puis des fois, tu regardes tes faits de personnages, puis tu te dis, OK, j'ai mis tel trait, telle affaire, puis tu te guides en regardant ça, mais c'est juste, tu sais, jusqu'à temps que tu commences à les appliquer, puis à faire comme 2 points, puis faire une tangente, pas une tangente, mais faire tracer la ligne d'un point à un point. Tu sais, des fois, tu sais pas exactement où tu t'en vas. Mais à force de regarder ces affaires-là, puis de prendre en compte qu'est-ce qui se passe, puis comment ton personnage se sent, tu te rends à un endroit quelquefois que tu n'as pas prévu, là. Je sais pas si ça fait du sens. Parce que... oui, vraiment. C'est très intéressant. Donc, j'en comprends que tu fais un peu comme un journal de bord ou même un journal émotionnel, comme on peut faire dans la vie de tous les jours pour nous-mêmes, quand on vit des moments plus difficiles ou quand on veut faire un moment d'introspection. Mais tu fais ça quand tu en ressens le besoin par rapport à ton personnage. C'est comme ça. Ouais. C'est pas tous les personnages, mais il y en a des fois mais il y en a même des fois que c'est pas même pas parce que je sais pas où aller, c'est peut-être juste comme je le sens et je le fais. Si j'ai des personnages de masque, parce que j'ai écrit des journaux d'aliens, là, sérieusement. Je pourrais pas lire ça. Il y a des termes étranges. Mais c'est une pour partie toi-même. du fun. Mais oui, mais c'est une partie du fun aussi, tu sais, de se mettre dans l'esprit d'une créature qui est pas humaine, qui voit telle affaire, qu'est-ce qu'elle pense, tu sais. Effectivement. Ouais. Ce que je trouve aussi parfois difficile, c'est quand il y a des zones d'ombre, justement, où tu n'es plus sûr où est-ce que tu fites exactement dans tout ça.
ce que j'ai toujours peur, c'est que ce soit moi qui commence à prendre le dessus du personnage. Puis, mais je fais comme toi tout le temps. Après ça, ça tourne dans ma tête pendant quelques jours. Puis à un moment donné, quand tu reviens à la prochaine partie, ça coule, la tangente se prend naturellement. Ouais. Mais ça, c'est toujours, des fois, c'est difficile de garder un personnage et toi. Mais c'est ça. Et là, excuse-moi Stéphane, mais Vas-y. je vais faire un autre lien avec le théâtre parce que, et voilà, tu l'as nommé Olivier. On va revenir là-dessus. Parce que c'est un peu ça, tu sais, le théâtre, le cinéma, même les grandeurs nature, hein, pour une fin de semaine ou les longs grandeurs nature, ben on incarne un personnage. Donc, à un moment donné, il y a cette transition-là entre soi-même, le joueur, et le personnage qu'on incarne, de garder une certaine distance entre les deux, mais aussi de ne pas sentir que l'un s'envahit dans l'autre. C'est-à-dire quand on est à l'extérieur du jeu, de ne pas trop être envahi par l'histoire de notre personnage, mais aussi l'inverse, quand on joue, que ce ne soit pas notre personnalité qui vienne comme flouer la personnalité du personnage. Y a-t-il des petits trucs ou des techniques comme ça pour aider justement à garder cet équilibre-là? Écoute, justement, parlant de cet équilibre-là, c'est un mix parce que, encore une fois, c'est facile quand tu joues un personnage pour 1, 2 ou 3 ou 4 mêmes sessions de faire quelqu'un qui est complètement différent de toi. Je l'ai déjà fait, j'ai pas de problème avec ça. Mais à long terme, la personnalité de la personne va ressortir d'une façon ou d'une autre, parce qu'à un moment donné, on n'est pas capable, on n'est pas des acteurs, ceux surtout qui ne sont pas des acteurs comme professionnels, ils ne sont pas nécessairement capables de garder toujours le même masque. Là. Par exemple, quand tu regardes Coup Critique, pas Coup Critique, mais Critical Role, le groupe de D&D qui joue en ligne, ça veut dire que c'est des acteurs, et donc c'est beaucoup plus facile pour eux autres de garder leur concentration sur leur personnage. Nous autres, on n'est pas comme ça quand même. Fait que moi, je te dirais, le conseil que je donnerais, c'est OK, non, faites pas un personnage exactement comme vous, ça va être plate pour commencer. Mais changez pas vos traits qui sont comme les plus importants pour vous. Ça, tu peux le garder pour le personnage et tu y en donnes d'autres par la suite, mais au moins. Comme ça, tu sortiras pas de ton personnage parce qu'il va toujours te ressembler un petit peu. Moi, j'ai comme d'autres points. J'avais noté comme je voulais parler, par exemple, des backgrounds. Je suis pas un fanatique des backgrounds. J'ai pas besoin d'avoir des backgrounds de 15 pages. Mais quand c'est un personnage que tu vas jouer pour longtemps, c'est quand même bon de lui donner une base. Pourquoi il est comme ça aujourd'hui. En fait, souvent, je me dis, c'est plus facile de créer un personnage avec un concept quand tu fais son histoire et tu construis son personnage à partir de l'histoire que tu lui donnes. Ça, c'est une bonne chose pour aider. En plus, une autre chose que je fais, justement, tu viens de dire comment qu'on fait pour, OK, c'est bien beau avoir des traits, des choses marquées sur le papier, mais comment qu'on joue, comment qu'on commence à le jouer. Et c'est là, justement, il y a des choses qui vont changer. On se rend compte que, finalement, sur papier, cette chose-là, c'était peut-être bien beau, mais finalement, ça marche pas. Je le vois pas, puis je suis pas capable de le jouer. Moi, je fais toujours une chose, c'est que les premières sessions, et ça, je peux le permettre parce que c'est une campagne à long terme, pour les premières sessions, votre personnage est flou. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez des choses que vous voulez pas, ou souvent même, on va jouer des traits qu'on n'a même pas marqués juste parce que ça semblait... on a eu un flash pendant la partie, puis « Hey, ça serait le fun si je jouais comme ça, comme ton personnage de Baraxem. » Et à ce moment-là, je permets toujours de venir modifier le personnage pour refléter. Moi, je veux que le personnage reflète ce que le joueur veut. Et non pas ce que de forcer le joueur à jouer son personnage tel qu'il l'a écrit. Là. Encore une fois, vu qu'on va jouer longtemps avec, il faut que la personne soit prête à le jouer, faut qu'elle l'aime, faut qu'elle le sente comme il faut. Ah, c'est intéressant. J'en comprends qu'il y a une attention encore plus importante accordée vraiment à la relation entre le joueur et son personnage, puis aussi l'énergie de la dynamique du groupe. Parce que justement, tu sais,
si dès le départ, dans les premières parties, on n'aime pas notre personnage, puis qu'on est pris pour le jouer pendant 5 ans. Non, ben ça va être là, long. ça serait de la torture, là, pratiquement. Là. Une chose que je fais Super. aussi, c'est je mets jamais de bâton dans. On parlait d'évolution sociale, justement, que ça arrive. Mais même là, chaque joueur est différent. Il y en a qui vont être intéressés à jouer les aspects familiaux, à faire un mariage. Il y en a pour qui ça n'a pas aucune importance. Ils sont corrects comme jouer disons, un personnage qui s'occupe juste de ses affaires et de tout ça. Mon rôle, moi, là-dedans, c'est de m'adapter à chacun. Quand je fais un personnage, puis ça, je vais prendre le personnage de Olivier en exemple. Moi, quand je fais mes personnages, mes NPC, mes personnages non joueurs, je détermine pas leur orientation sexuelle ou quoi que ce soit, leur genre, whatever. Je veux dire, ils vont se présenter comme hommes ou femmes généralement, mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, si un joueur me signale que pour lui, ça pourrait être important, puis, par exemple, le personnage de Olivier, il s'est intéressé à un professeur qui était là, c'était un NPC que j'avais créé pour le besoin. Puis là, il a commencé comme à s'intéresser à lui. Ben là, tu sais, je ne sais pas comment dire. Ah non, lui, finalement, non, lui, il n'est pas intéressé à toi, c'est un straight, puis... non, OK, le gars, non, il est intéressé par toi. Fait que si tu veux y aller dans cet aspect-là, ben vas-y. Et je vais le jouer avec lui, puis souvent, ça abonne des côtés intéressants qui, normalement, qu'on joue pas souvent. Donc, fait que le personnage en question, le Marc, il est rendu un NPC comme récurrent. Il est toujours là dans la campagne, alors qu'il était créé juste pour un petit moment spécifique quand une académie s'était fait attaquer. Là. Il est même marié avec. Oui, il s'est même marié avec. Et voilà, wow! ça démontre bien l'évolution de tous les personnages. Oui, ben c'est ça, puis ça fait éclater aussi un peu les joueurs ensemble, parce que c'est la dynamique qu'elle se met entre nous autres. Puis comme ça faisait quelques années, ben j'ai eu comme le flash que ça pouvait comme faire un parallèle intéressant. Ouais. C'est super. Ça enrichit l'histoire, je trouve. Ben, comme un personnage où on est tous les deux joueurs, moi puis Stéphanie, ben Olivier aussi est là-dedans, mais c'est une partie de Pathfinder Kingmaker. C'est un de nos autres amis qui est maître de jeu. Et j'étais le roi, je faisais le paladin, le roi du royaume. Ben, celui qui allait devenir le roi devenir le roi du royaume. Puis à un moment donné, pour régler une situation, j'ai annoncé que j'allais me marier avec le personnage de Stéphanie parce qu'elle avait elle avait un certain prestige dans la place. Et comme depuis ce temps-là, nos personnages sont mariés. On ne joue pas tant que ça, mais ça fait rien. On a quand même du fun avec ça. Olivier nous le rappelle toujours. Oui, c'est ça. Et encore une fois, c'était quelque chose qui est totalement improvisé. C'était pas du tout prévu. C'était juste un flash que j'ai eu pour nous sortir d'un problème. Et c'est devenu fait partie intégrale du monde depuis ce temps-là. Génial. Changer le monde vraiment, puis c'est super intéressant. Mais particulièrement, si je peux me permettre, c'est parce que Pathfinder, c'est quand même un scénario qui est beaucoup plus structuré. Donc, il y a comme vraiment une évolution qui est déjà écrite. Fait que le fait d'apporter cet élément-là très personnel, ben, ça rend plus évident et plus intéressant que juste prochain chapitre. Ouais, c'est un bon point. Alain a fait de la bonne job là-dedans aussi en nous envoyant des choses qui étaient particulières à nos personnages. Là. Ouais. Comme les membres de la famille. C'est précieux, ça. Ouais. OK. Donc, j'en comprends que l'aspect relationnel, autant dans le jeu que à l'extérieur du jeu, c'est-à-dire entre joueurs, est vraiment important dans des campagnes à long terme. Là. Ouais, écoute, comme je disais, je pense qu'on dans notre groupe, en tout cas, on est tous des amis, des vrais amis. Là, je veux dire, on se connaît tous. Les derniers qui sont arrivés, c'est littéralement Olivier, puis même non, c'est Tali qui est arrivé au début de Crépuscule Galactique, il y a 5 ans. Parce que je l'avais connu en fait au Festival Montréal Joue en 2016, ça donnait qu'on était les deux volontaires, puis on avait parlé, puis elle me disait qu'elle était intéressée au jeu de rôle, mais elle avait jamais eu vraiment une bonne expérience, puis tout ça, fait que je l'avais invité. Puis finalement, elle était avec l'autre depuis 5 ans. Et Olivier, ça fait un petit peu plus longtemps, mais comme je te dis, c'est comme ça fait des années qu'on joue ensemble, donc la relation est hyper
relax, il n'y a personne de stressé, il n'y a pas de conflit. On est juste là pour avoir du fun, puis vivre une bonne aventure, puis un bon stress là, de temps en temps. C'est ça qui est le fun, là, je veux dire. Puis comme je dis, le fait qu'il n'y a pas avoir de conflit, là, c'est la meilleure situation possible. Oui, exactement. Ouais, tout le monde se connaît bien. Ouais. C'est ça. Puis on connaît nos quirks, fait que des fois on joue avec, là. C'est comme, oui. on gosse tout le temps Olivier, là, parce que bon, encore étincelle de vie. Bon, il est encore perdu. Il s'est encore sauvé. Non, c'est surtout Olivier, en fait. Olivier c'est mon fun. C'est ça. Olivier est très créatif et il va toujours essayer toutes sortes de nouvelles affaires qui, la plupart du temps, qui n'ont pas rapport. Parce que je dirais simplement qu'Olivier n'a vraiment pas l'esprit scientifique. Ben. Mais mon job, évidemment, 90% du temps, non, ça fait rien, ça change pas. Sauf que, comme je dis, de temps en temps, c'est comme tu sens un bonbon, puis celle-là, ça marche. Puis c'est pas le problème. C'est ça. Sauf que, oui, mais c'est parce qu'en même temps, il faut que je reste consistant avec mon histoire. Je peux pas tout changer juste parce qu'Olivier, c'est quelque chose de nouveau. Sauf que dès qu'il y a quelque chose qu'il propose, que je pense, en y pensant, je vois que ça peut faire du sens, ben oui, ça va être ça. Donc, de lier, par exemple, les Zebra à tort, c'est pas beaucoup au début, là, mais c'est juste, les Zebra, c'est une race dans la création. Okay. Puis lui, c'est Olivier, il fait un personnage qui est un fanatique de Thor, là, le dieu du tonnerre. Là. Fait qu'à un moment donné, j'ai trouvé un moyen de les lier ensemble. Fait que depuis ce temps-là, on a incorporé cet aspect-là à la campagne. Mais encore une fois, c'était absolument pas prévu à l'avance. Là. C'est juste parce que de temps en temps, comme je dis, tu veux, ouais, correct, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Puis, et voilà. Puis, je pense que vous venez très bien de le nommer, de l'interpréter même, qu'il y a des dynamiques particulières aussi et une préparation particulière quand on est maître du jeu et quand on est joueur-joueuse. Parce qu'il y a une partie préparation structure selon le jeu, selon le scénario, mais aussi la préparation selon le meneur ou la meneuse de jeu. Et il y a la préparation joueur-joueuse. Et au-delà de ça, il y a aussi la spontanéité, puis comment elle est exprimée et comment elle est reçue. Donc, l'expression, la réception, dans les parties ou même à l'extérieur des parties aussi. Puis, de votre côté, comment est-ce que vous vous préparez en tant que meneur de jeu, un peu plus pour Stéphane ici, mais aussi en tant que joueur-joueuse? Vous avez nommé un petit peu tout à l'heure avec le journal, l'introspection, mais est-ce que vraiment il y a comme une histoire qui se construit? Est-ce qu'il y a une préparation mentale ou théâtrale? Est-ce que vous faites des vocalises avant de partie? Moi, je veux commencer. OK, dans ce cas-là, je peux commencer du côté du maître de jeu. Je déteste me préparer. Je vais le faire quand j'en ai besoin. Par exemple, si j'ai besoin d'un gros combat, c'est sûr que je vais préparer mes monstres. Mais à part ça, souvent, la plupart du temps, ma préparation va se résumer à 2-3 lignes que je me mets dans ma tête. OK, voici ce qui devrait à peu près se passer. Le reste, je vais l'improviser d'un bout à l'autre pendant la partie. Les détails, là, finalement. Et c'est que j'ai découvert, par la pratique, que je suis capable de faire ça. Et je passe assez vite, autrement dit, pour dire que quand je propose quelque chose d'improvisé, je suis capable tout de suite de voir s'il y a des impacts sur ma campagne. Est-ce que ça fait du sens ou est-ce que ça fait pas de sens? J'ai juste besoin de me dire ça. Parce qu'après ça, je pars avec, OK, ça me semble une bonne idée, je vois pas de problème, je le fais. Après ça, je vais revenir à la fin de la game. OK, comment ça s'imbrique avec tout le reste? Comment on est passé? Et c'est là, entre autres, par exemple, qu'il y a des techniques que j'utilise de dire que je ne révèle pas mes secrets. Je révèle mes secrets le plus tard possible. Parce que ça me permet de les changer. Faut pas le dire, mais faut le dire aux joueurs. On aille ça pour c'est ça. En fait, ce que je fais, c'est que souvent, mettons, les gens vont rencontrer un ennemi, par exemple. Ils vont s'en débarrasser, mais il va s'enfuir, mais ils apprendront jamais c'est qui l'a envoyé, pourquoi exactement, puis tout ça. Puis moi, je me garde ça. Fait que quand j'introduis quelque chose de nouveau plus tard, je reviens en arrière. Y a-t-il quelque chose que je pourrais accrocher à ce nouvel ennemi pour que ça semble qu'il soit là depuis le début, alors que je viens juste de le créer? Et là, je me dis, OK, ça marcherait bien que ça soit lui. Il y avait des bonnes raisons pour que ce soit lui qui était responsable de ces événements-là, là, au début.
Et comme à la fin, dans la campagne, les personnages vont trouver le poteau rose, en fait, si je leur dis pas, souvent, la plupart du temps, ils sauront même pas que ça s'est passé comme ça. Mais je le dis tout le temps parce que je sais que si mes joueurs savent que je prends souvent même leurs suggestions, des fois j'ai des idées comment ça va finir, puis il y a quelqu'un qui me suggère en personnage qui suggère quelque chose d'autre qui est plus le fun, moi je vais changer. On aime ça faire ça. C'est ça. Puis je leur dis ça parce que justement ça va les encourager à essayer de trouver des solutions bizarres qui fait en sachant que si ça fait du sens dans mes affaires, évidemment, je vais les utiliser. Fait que donc c'est toutes des techniques que j'utilise là pour parce que comme je disais, on parlait tout à l'heure de savoir qu'est-ce que les joueurs comment ils se préparent, comme je disais, moi c'est au minimum, j'ai juste une idée de ce que je veux aller puis je vais. Mais on parlait aussi de savoir c'est pas la même chose qu'on a comme récompense si tu veux comme joueur ou de jeu. Parce qu'évidemment, moi je connais à peu près mon histoire, je sais à peu près où ce que je m'en vais. J'ai mon idée, évidemment, toujours sujet à changement. Mais le fun, pour moi, c'est de voir les joueurs embarquer, les joueurs, trouver ça intéressant, puis être stressés là, par la situation. Puis je veux dire, c'est ça mon fun de voir ça. Puis en fait, puis je me sers de ça aussi pour mon improvisation, comme pour me travailler l'esprit. Écoute, je suis en cinquantaine, là, moi. J'ai 51 ans. Moi, te dire qu'en affaire, être un maître de jeu qui improvise beaucoup, c'est à peu près une des meilleurs exercices pour travailler ton esprit. Parce que c'est toujours, OK, ils font ça, qu'est-ce qui pourrait arriver de ça? Puis, tu sais, donc, ton cerveau, mais d'une façon fun, là, c'est pas du travail. Mais c'est quand même, tu sais, ton cerveau toujours essaye de trouver des nouvelles connexions à ce qui se passe, puis ce qui se passait dans le passé, puis ce qui va se passer dans le futur, et de connecter encore une fois tout ça d'une manière qui n'était pas prévue, mais qui semble en fait tout à fait normale et prévue à l'avance. Intéressant, là, ça m'amène à réfléchir, voir l'effet de la créativité chez les meneurs de jeu sur le cerveau. Dans tous les cas, c'est sûrement plus intéressant que des mots croisés. Oui. C'est plus variant, ça. Bon, le reste, ça aller. C'est super intéressant. Et vous, de votre côté, je vous ai vu réagir, Olivier, Stéphanie, sur certaines choses que Stéphane disait. Vous dites, comment ça, on n'aime pas ça? Ah oui, ça, on aime ça. On parlait de préparation. Je veux dire, moi, en préparation, comme je disais, j'en ai plusieurs affaires. C'est oui, des fois, j'ai des petits journaux que j'écris en personnage. Ça me permet de garder un mood d'où ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que le personnage pense à ce moment-ci. Mais des fois aussi, j'ai juste une feuille de notes avec des trucs importants, genre, OK, il est arrivé ici, je veux faire ça, et puis ci, et puis ça. Puis des fois, j'en ai pas, puis tout ce que j'ai, c'est une bande sonore de musique qui me met dans le mood de personnage. Ça, je l'ai pour certaines games plus à court terme, en fait. Là, j'ai des personnages où on se fait des bandes sonores de personnages, genre comme on joue des super-héros, tu sais, de la musique des super-héros, tu sais. Ça, ou des histoires, tu sais, des tunes qui te content une histoire tu sais, qui a un parallèle avec ton personnage. Puis des fois, c'est ça, des fois, ça te met dans le mood de « OK, je m'en vais casser des culs aujourd'hui. » Oui, c'est ça. Je m'en vais marchander ou j'apprends une nouvelle magie. Ouais, c'est ça, ouais. OK, intéressant. Mais il y a un point extrêmement important aussi que Stéphane a oublié de mentionner dans sa préparation et qui est très, très, très lié à la nôtre, c'est qu'il fait le résumé de l'épisode. Ah oui, c'est vrai. Donc, la préparation, c'est vraiment avant de commencer la prochaine partie, c'est de se remettre dans le résumé, puis là, tu te dis, OK, c'est vrai, ça m'a fait penser qu'il y a cette affaire-là, je voulais faire aussi, puis j'ai pas eu le temps, ou ça donnait pas là. Puis là quand tu arrives, quand la partie commence, t'es déjà dans un mood de faire avancer l'histoire. Fait que ça, c'est bon. Parce que il y a la vraie vie avant aussi, hein, c'est sûr. Ouais. Mais ça, donc, de penser à ça, là, c'est essentiel, son résumé, je trouve. Mais ça, c'est quand Stéphane ne résume pas trop son résumé. C'est pour ça que les notes rentrent en ligne de compte. Mais plus loin que ça, c'est que des fois, Stéphane, il fait un résumé, mais c'est pas tout à fait ce que nous autres, on a résumé.
Fait que là, ça nous met comme un petit challenge. Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça. Ben, c'est super bon. Puis là, tu peux ajouter ça aussi. Oui, parce que des fois, effectivement, on se comprend pas tout. Des fois, on manque une phrase qui est essentielle, puis un petit détail qu'on marche pas. Fait que, en fait, ce que j'ai découvert, c'est, bon, effectivement, il y a deux choses que je fais quand j'ai fini. Évidemment, je fais le résumé, puis je fais un résumé assez complet. La seule fois que je vais vite, c'est quand on passe sur un combat sans trop d'importance, là. En général, je compte toutes les... En fait, c'est parce que je mentionne tous les aspects qui sont intéressants. Autrement dit, si les joueurs ont fait un paquet de guesses, puis d'essayer de faire ça, mais qui ont finalement servi à rien, parce qu'ils sont trompés dans leur déduction, je vais peut-être, moi, comme passer par-dessus, parce qu'à un moment donné, ça commence à être long, là, faire ça, là. Ça prend minimum entre 3 et 4 heures, là, parce qu'il faut que je repasse l'enregistrement et tout ça. Parce que moi, c'est ça, on enregistre tout, puis là, je le repasse au complet, parce que en même temps, moi aussi, ça me permet de prendre mes notes. Parce que, écoute, il faut que je me rappelle d'une fois à l'autre, là, qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé des fois de 20 sessions, là. Ouais. Des fois, ça peut être important. Question comme ça, l'écoutes-tu encore à 1.5 de la vitesse? En général, oui. Ouais. Moi qui parle vite en plus, c'est le fun. Non, ben, écoute, à un moment donné, je suis tellement habitué à cette heure que moi, écouter normalement, je trouve ça lent, là. Mais intéressant d'enregistrer, c'est un bon truc parce que bon, le cerveau humain a tous cette capacité de concentration. Puis des games de 3-4 heures, à un moment donné, on oublie des petits détails, surtout aussi entre les différents parties. Pour une partie sur 5 ans, c'est sûr qu'on oublie des détails. Donc, d'avoir les enregistrements, c'est une très, très bonne idée, là. Puis c'est ça. Donc, et en même temps, comme mentionnait Olivier, c'est que ça nous permet, quand on arrive à la prochaine session, de repartir d'un point, d'un point commun, là. Voici où ce qu'on en était. Tout le monde s'entend, même si il y avait des petits détails que vous n'aviez pas saisis la dernière fois. Écoute, je dois avouer des fois que ça m'arrive des fois de rendre peut-être le point un petit peu plus clair. Oui. Tu sais, je me rends compte des fois que en l'écoutant, c'est comme je pense que c'était pas clair ce que je voulais dire. Fait que je le mets un petit peu plus clair dans le résumé pour que justement parce que naturellement, si ça se passait devant eux autres, ils l'auraient tout compris. Leur personnage l'aurait compris. C'est juste un petit problème de communication dans la manière que j'ai exprimé mon idée qui fait en sorte qu'ils ont peut-être mal compris certains points. Fait que, en même temps, ça me permet de mettre au point exactement qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour être sûr qu'on reparte sur un point de vue commun. Mais c'est ça. Ce que je fais, résumé, petite préparation, c'est tout. Je fais rien d'autre. Okay. Sauf, par exemple, quand j'arrive au temps comment là, dernièrement, on est arrivé, on arrive assez vers la fin. Et puis quand je parle vers la fin, on a encore un an là, à jouer. Là. Mais là, c'est le temps de voir où c'est que je veux m'en aller pour la fin. Qu'est-ce qui nous reste à faire pour arriver à la fin du scénario? Parce que, comme je dis, c'est une histoire qu'on fait. C'est pas un paquet de scénarios indépendants. Donc, je veux qu'il y ait une finale. Tu sais, il faut que ça finisse. Autrement dit, c'est comme pour le Seigneur des Anneaux. Tu sais, c'est comme après 9 heures de film, ou 10 heures, ou 11 heures. Tu veux qu'il y ait une finale qui soit digne de ça. Oui. Un climax, là, quelque chose qui vaut la peine. C'est un challenge là, pour un maître de jeu, puis ça peut même faire peur. Parce que là, c'est comme, je leur ai passé un mystère, une situation de fou depuis 5-6 ans. Tu sais, comment je fais pour préparer ça pour que finalement, ils soient satisfaits à la fin. Ils ont vraiment l'impression d'avoir mis fin, d'avoir fini le scénario. Mais bon, je m'en fais pas trop avec ça, mais c'est ça. Je vais devoir, je vais le préparer un peu plus pour dire, OK, voici, il y a tel point que je veux régler, tu sais, que je veux que les personnages découvrent. Maintenant, comment ils vont le découvrir, ça je vais m'arranger au fur et à mesure comment ils vont faire leurs affaires. Mais je fais quand même une petite préparation supplémentaire quand j'arrive à la finale comme ça. Mais à part justement, OK. Puis justement, Stéphane, c'est quoi un peu le cue qui indique que vous allez vers une finale? Est-ce que c'est l'attitude des joueurs? Est-ce que c'est vraiment la maturité des personnages en tant que tels? C'est un peu tout ça mélangé. C'est-à-dire que moi-même, de mon côté, est-ce que j'ai encore des choses différentes que je peux leur proposer? Si je peux voir que finalement, les nouvelles choses qu'on pourrait introduire, ça revient pas mal à ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, on peut dire que, écoute, on n'étendra pas la campagne juste pour rien.
Un autre point, ça va être justement si je vois que les joueurs comme juste en parlant, des fois, ça va montrer que ils sont probablement prêts à finir ça, puis ils parlent de jouer à autre chose. Fait que, à un moment donné, encore une fois, c'est un hint. Toutes sortes de petites affaires comme ça, mais encore une fois, moi, quand je dis je pars à la finale, c'est surtout comme j'ai fait ma liste de scénarios, j'ai encore comme 7 scénarios complets pour arriver à une finale que je trouverais suffisante. Fait que, la finale, ça va être dans 30 game sessions, dans la 30e, d'ici là. On s'entend, là. Mais puis en même temps, c'est qu'en faisant ça, comme je te dis, ça me donne l'occasion vraiment de finir, de remplir tous les trous majeurs. Pas tous les trous, ça, c'est impossible. Il y en a trop qui sont créés. Mais de tous les plot points majeurs, de les régler, là, puis de mettre tout ça ensemble pour montrer que finalement, tout ça, c'était toute la même chose. Et non pas un paquet d'affaires séparées. Là, ça se croise à un moment donné. Ouais. Même si je vais improviser à ce moment-là la manière dont ça se croise. C'était pas prévu à l'avance. Donc, c'est comme un bon livre, la rédaction d'un livre ou un bon film. On veut vraiment qu'il y ait une histoire narrative avec une belle finale à travers toutes ces années-là. Okay. Ouais, écoute, si je regarde Crépuscule Galactique, mon début, c'est carrément la magie existait. Ça commençait dans la Terre de 2016. La magie n'existait pas. Et l'introduction, c'était les personnages qui faisaient revenir la magie sur Terre. Là, ils ont découvert qu'il y avait toute une civilisation galactique et qui était basée sur la magie. La technologie était taboue. Donc, la Terre était pratiquement pas... Il n'y avait pas de magicien, mais par contre, elle avait une technologie que les autres n'avaient pas. Et là, rentrer avec... donc, il y a toute la partie d'intégration à la communauté galactique. Et après ça s'appelle Crépuscule Galactique. Maintenant, après un certain temps, j'ai rentré dans la phase de dire, OK, maintenant, vous allez trouver pourquoi ça s'appelle Crépuscule Galactique, parce que là, il y a des prophéties qui annoncent que la découverte d'une planète comme la Terre allait détruire l'univers et avec des conflits anciens, puis même magiques et technologiques, des anciennes races qui sont revenues et tout ça. Et là, maintenant, c'est vraiment dans le sens, OK, j'ai comme construit mon univers avec eux autres, mais là, mon univers est complet. Je veux dire, j'ai tous mes morceaux. Maintenant, il me reste juste à savoir comment je finis l'assemblage pour dire, voici, là, maintenant, il y a les grandes races des purificateurs qui, en fait, sont des créatures de Cthulhu, qui veulent revenir dans notre dimension pour tout détruire. Et il y a une personne, disons, qui date d'un certain temps dans notre univers, qui veut les faire revenir pour une raison que les personnages ignorent encore. Et là, on arrive au point où là, c'est la course finale pour dire comment ils vont arrêter. Là, le plan du méchant est en route vraiment. Et là, les joueurs doivent comme trouver un moyen de l'arrêter. Ou en tout cas, on va voir comment ça va finir. Là. Mais fait que donc en même temps, comme je te dis, donc il y a vraiment un début, un milieu puis une fin à mon histoire, même si c'est pas prévu à l'avance. Quand je commence, j'ai aucune idée comment la fin va finir. Ça, c'est... Mais je veux dire, je sais qu'il va y avoir une fin. Et à un moment donné, tu définis ta fin en fonction de ce qui est en train de se passer dans la... C'est ça, exactement. OK, très intéressant. Donc, j'imagine des cours de rédaction ou quelqu'un qui lit beaucoup aussi va avoir une bonne capacité justement à mettre ça en place dans des campagnes à long terme. Oui. Et de façon différente, d'utiliser toutes sortes d'idées un peu partout, parce que je veux dire, à un moment donné, on peut pas juste inventer des concepts nouveaux. Là. Le truc, c'est de prendre un paquet d'affaires que tu as déjà, mais de l'adapter pour pas que ça paraisse trop, que tu l'as adapté d'une autre affaire et que ça fasse du sens, mais en même temps, c'est comme, hey, c'est une bonne idée, je vais l'intégrer à mon affaire. Ou ce genre de scénario-là, je peux en faire une version pour mes personnages, là. Tel monstre, j'ai déjà vu quelque part dans un vieux livre, et je vais en faire une version pour moi, là. Comme ils viennent d'affronter un golem humain, c'est-à-dire un golem qui est fait de corps humains, plusieurs corps humains assemblés. C'est un vieux concept que j'avais vu dans un livre de Clive Barker, le Books of Blood, là, en 1980 et quelques, là. Et ça m'avait frappé à ce moment-là. J'ai une fois, je m'en suis toujours souvenu. J'ai dit, je vais le sortir, là. C'est un concept intéressant qu'on voit pas souvent, là. Effectivement. Alors, ça fait son effet. Ça fait son effet, j'imagine, juste mentalement. Et parlant de finalité, justement, et pour finaliser un peu l'entretien,
pour les joueurs, là, comment est-ce que vous faites pour vivre là, cette finale-là? Vous détachez en fait de votre personnage parce que vous avez passé 5 ans à entretenir, à grandir, à cohabiter presque avec un personnage. Comment ça se passe cette préparation-là à la séparation, puis peut-être même le deuil un peu du personnage? Il n'y a pas tant de deuil que ça à la fin parce que l'histoire finit. Fait que tu as comme le sentiment d'être rendu à terme avec le personnage. Fait qu'il y a une satisfaction de voir qu'il y a eu une fin à cette histoire-là. Pour moi, c'est comme ça. Puis après ça, tu commences une autre campagne rapidement. C'est ça. Là, notre gars est déjà préparé. OK, vas-y, ça. Ouais, mais ça doit dépendre aussi d'un peu de l'investissement que tu as eu avec ton personnage. Je veux dire, tu sais, t'as mis tellement de toi dedans que des fois, c'est comme peut-être un peu de difficulté à laisser aller, mais habituellement, une bonne finale qui, avec on va dire les termes en anglais, high stakes, là, genre quelque chose qui est big, qui est énorme, puis que c'est... Tu vois la pression un peu d'artifice. Oui, mais non, mais oui. Moi, je n'ai vécu une avec toi déjà. Ben oui, je dis blague, c'est normal. Pas moi, parce que les attentes sont hautes. Puis, ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Ouais, Stéphane, watch-toi. Hein. On a des attentes, on a eu une qui est extraordinaire, c'est mieux de pas être mieux. C'est mieux de pas être... J'ai déjà mes idées. Alors, je sais. Non, mais regarde, mais sérieusement, je veux dire, Olivier a raison aussi, tu sais, on a hâte aussi de changer, ça fait que, tu sais, on est dedans, on est à 150% pendant la finale, puis après ça, c'est genre, on relaxe avec un verre de vin pendant une semaine, puis c'est comme, bon, OK, où la prochaine, là? Exact. Ben, je me souviens, toi, Stéphanie, de ton personnage d'Angelica dans Guerre de sang, tu me l'avais dit, tu sais, veut dire que parce que je pense que tu n'avais pas encore eu de campagne aussi longue qui allait se finir. Ouais. Et tu me disais, je sais pas si ça, je suis pas nécessairement, je suis content que la finale arrive, mais je suis pas nécessairement, ça veut dire que je pourrais pas jouer Angelica encore, donc c'est un petit peu, on sait pas trop, là. Finalement, comme je dis, on a trouvé d'autres personnages pour elle là, qui a fait sortir. Fait que, à ça, je pense pas que c'est un problème. Mais sur le coup, elle m'avait dit ça va être plate que je puisse plus jouer ce personnage-là parce que je l'aime. Là. Mais honnêtement, la fin avec Rasputin, là, ça ouais. Non, c'est comme ça avait été spécial. Puis écoute, attendez-vous pas trop à ça. Il y a eu des circonstances spéciales que ça a fini d'une façon. J'ai jamais vu une campagne finir comme ça, de façon sur un tel. En tout cas, on va s'organiser. La fin était vraiment spéciale. Là. On va s'organiser. Okay. Fait que j'en comprends. Une fin spectaculaire. Un mini deuil si jamais on n'est pas prêt, mais généralement, rendu là, on est prêt à passer à autre chose. Et comme Olivier l'a dit, justement, c'est ça. Ben là, on repart tout de suite après, ou après une semaine de vin, on repart une autre. on a eu un épilogue aussi, hein, avec Guerre de sang, oui, si je me rappelle bien. Ça, c'est une chance, puis ça, je le ferai toujours. C'est que justement, une fois le combat final ou la situation finale est réglée, on fait toujours une dernière session pour, OK, les médias, mais après ça aussi, OK, bien évidemment, supposant que les personnages ont survécu, qu'est-ce que vous allez faire? Avec tout le monde qui s'est transformé selon vos actions, qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Puis même des fois, ça peut quand même aller à des choses assez intéressantes, là, comme le personnage qui est dans la Guerre de sang, que sa petite sœur était morte bien jeune, avait été sacrifiée, puis elle l'avait retrouvée par la suite sous forme d'esprit dans le futur, était revenue avec elle, mais c'était juste un esprit. Puis là, à un moment donné, dans le combat final, le docteur était tombé évanoui, puis là, la petite fille, l'esprit s'était sacrifié pour aller rentrer à l'intérieur de lui, puis aller le guérir, pour lui permettre de finir le combat. Parce qu'il avait besoin de lui vraiment. Mais après ça, ce qu'on a fait, c'est que dans la finale, le médecin, il a eu des enfants, continué à avoir sa famille. Fait que là, on a décidé comme l'espionne qui était une empathe, qui était capable de sentir les émotions, avait été capable de détecter que sa petite sœur était présente dans un des enfants du médecin. Et comme là, c'est comme si pour elle, sa sœur était revenue. Fait qu'elle était revenue la marraine du bébé et tout ça. Là. C'est toutes des affaires toute cette partie-là, on l'a faite pendant
pendant l'épilogue de la campagne, juste parce que encore une fois, le but, c'est de dire que ça finit l'histoire du personnage, et c'était la manière parfaite pour ce personnage-là de finir, en plus de rester. En fait, il avait été sauvé à l'extrême dernière minute dans le combat final. Il s'était sacrifié, puis finalement, à cause d'un succès critique, ils ont réussi, elle, puis sa blonde, les deux. En tout cas, il s'était sacrifié, puis l'autre, il avait réussi. Je dis, je vais essayer de les faire revenir. Bon, écoute, c'est tellement impossible, il faut que tu joues un succès critique pour réussir. Il roule, succès critique. Le destin. Wow. Tout le monde autour de la table à ce moment-là. Ça s'invente pas, ça. J'ai vu littéralement où j'étais assis au bout, tout le monde est autour, puis tu sais, j'ai vu littéralement tout le monde se lever. Sérieusement? Oui. Fallait le vivre. Oui, c'était magnifique. Donc, les jeux de rôle, surtout les campagnes à long terme, j'en comprends, font vivre toutes sortes d'émotions. Majoritairement des émotions quand même agréables, positives, autant des fois de l'étonnement, de la surprise, du dégoût avec des espèces de monstres de golems composés d'humains ou des choses comme ça. Des fois, c'est ça, il faut que tu t'essayes. Bon, leur faire peur, des fois, c'est bien dur de faire peur aux gens. Même si des fois, en fait, c'est souvent des petits détails creepy que les gens notent plutôt que un monstre te saute au visage. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, tu y vas, fait qu'un petit peu, des fois, tu y vas plutôt par des choses un petit peu dégueulasses pour les faire réagir. Mais comme je disais, beaucoup, tu sais, il faut que tu aies de l'émotion, il faut que les joueurs aient du fun à jouer leur personnage, il faut que les joueurs aient vraiment la sensation d'avoir fait le tour de leur personnage, d'avoir compris, d'avoir terminé le chemin de leur personnage à la fin. Et là, tout le monde, à ce moment-là, à la fin, comme au moins, Angelica, par exemple, même si c'est arrivé un peu à la dernière minute, elle a pu découvrir son frère qui l'a rejoint pour le combat final, qui s'est sacrifié après ça pour permettre aux autres, à la gang, de rentrer dans la base du méchant. Donc, ça ferme. Et parce que cet aspect-là qu'elle n'avait pas de famille, ça a été comme un élément de son personnage tout le long, et finalement, elle découvre qu'elle avait un frère qui s'était sauvé à ce moment-là, et en fait, elle m'en avait parlé, fait que là, j'ai décidé de le faire revenir pour le combat final, comme quoi c'était une des personnes qui allait les accompagner, parce que lui, il savait qu'elle était... Ben oui. J'avais été surprise, c'est ça le pire, parce que j'ai garoché ça, puis à un moment donné, c'est comme... Ben oui. C'est ça, moi aussi. Aussi surprise qu'un personnage. C'est ça, ma job aussi, c'est d'être à l'écoute de ces affaires-là qui vont te suggérer des choses. Puis là, c'est comme, ou juste dire des choses comme ça. Hey, attends une minute, là, ça peut être intéressant pour plus tard. Prendre une petite note. Hey, tel personnage a une frère qui serait intéressant à faire revenir. Puis là, après ça, de les surprendre pour plus tard. Comme par exemple, encore une fois, la personnage de l'espionne, c'est ça, c'était dans son background que sa petite fille s'était faite, sa petite sœur s'était faite kidnapper par un culte qui l'avait sacrifiée, et elle, sa raison d'être, c'était de poursuivre ce culte-là puis le détruire. Puis à un moment donné, il était dans le futur, s'était passé des affaires, puis là, je trouvais, tu sais, chacun des personnages recevait nouvelle habilité, quelque chose de nouveau. Et que je me demandais qu'est-ce que je peux bien lui donner, tu sais, parce qu'au début, je pouvais dire, OK, dites-moi ce qui vous intéresse, mais des fois, tu sais, j'essaie s'il y a des petites choses intéressantes qu'eux autres penseraient pas nécessairement. Et c'est là que j'ai dit, hey, je pense que je pourrais faire revenir. Ça serait pertinent à la place où ils sont de faire revenir sa petite sœur sous forme d'esprit et la garder avec elle comme un allié pour le reste de la campagne. Fait que, évidemment, c'est comme, encore une fois, là, ça a fait, Isabelle s'en attendait pas du tout à ça, là, je veux dire. Fait que quand elle l'a rencontré, ça a fait comme un choc. Évidemment, après ça, elle a beaucoup aimé ça, là, mais je veux dire, ça s'en entendait pas pantoute. Sauf que c'est des morceaux que tu prends en regardant, en lisant les backgrounds, en lisant les personnages, en écoutant les joueurs dire des choses sur leurs personnages. Tu as des choses comme ça que tu peux trouver pour dire, hey, ça serait intéressant de faire revenir cet aspect-là. C'est un bon moyen de les surprendre. Parce que c'est important justement que les joueurs soient de temps en temps surpris, tu sais, qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent qu'ils ne s'attendaient pas. Sans ça, ça devient banal. Là. Exactement. Puis tu disais tantôt qu'est-ce qu'il y a un des signes de dire c'est le temps de commencer la finale. Je sais que je parle beaucoup, excuse-moi. Là. C'est juste ça que ça me fait. Je suis toujours passionné. C'est un des points, justement, pour la finale, c'est quand dire
OK, j'ai plus vraiment nécessairement de surprise de ce genre-là. J'ai fait le tour. Fait que, à ce moment-là, c'est comme, OK, ça montre que je suis arrivé à un point où là, c'est peut-être le temps de conclure. Mm-hmm. Donc, effectivement. Donc, une histoire avec plusieurs petites péripéties. À un moment donné, on ressent que, OK, j'ai fait ce que... Autant le maître du jeu se dit, j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec ce contexte-là narratif. Autant les joueurs se disent, ben, OK, ben, je sens que mon personnage est rendu à sa retraite. Ouais. OK. Donc, ben, on va finaliser là-dessus cet entretien. On a exploré vraiment des sujets très intéressant. Je nomme que c'est très intéressant. Comme j'ai dit, j'ai jamais vécu de campagne à long terme, donc j'ai jamais pu vivre ces émotions-là sur une longue distance, on va le nommer comme ça, et de pouvoir m'investir vraiment à fond dans un personnage et même la création de liens entre joueurs, mais vraiment des liens profonds, même jusqu'à créer des familles, par exemple. Donc, c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir eu votre expérience à tous les trois, autant comme meneur de jeu, autant comme joueuses, mais aussi avec vos profils différents. Même si vous jouez ensemble, on voit vraiment, vous avez plein d'intérêts communs, mais vous avez aussi des profils de joueuses différentes. Donc ça, c'est très intéressant en fait, c'est très intéressant de vous avoir eu ce soir, de discuter avec vous. Merci encore beaucoup. Plaisir. Super, plaisir partagé. Donc, comme Stéphane et Stéphanie, vous l'avez nommé au début, je vais mettre bien sûr les liens vers le Festival Draconis. Tout autre lien aussi, si jamais vous voulez me les transmettre vers vos médias sociaux, si jamais, je sais pas, il y a des gens intéressés à des campagnes à long terme, ils peuvent peut-être vous contacter, soit pour joindre ou peut-être même pour vous poser des questions à ce niveau-là. Donc, également, de mon côté, si ce n'est pas le cas, je vous invite à suivre la chaîne YouTube de Ludipsy et à suivre la page Facebook de Ludipsy pour voir vraiment les actualités hebdomadaires, en fait. Oui, Stéphane? Oui, j'ai juste un petit point, c'est que tu disais pour les conseils et tout ça. C'est ça, donc on avait parlé la dernière fois, mais j'ai un podcast qui s'appelle Le Zen des campagnes à long terme, qui parle exclusivement de différents aspects. En général, tout ce qu'on vient de parler, j'en parle beaucoup là-dedans, avec plein d'autres trucs sur justement mon podcast, le Zen des campagnes à long terme. 100% campagne. Effectivement. Donc, et voilà. Donc, je vais mettre aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les informations juste à cliquer, copier-coller et voilà. Super. Donc, merci encore d'être présent ce soir, d'avoir participé à cette superbe discussion. J'ai beaucoup appris. C'était très stimulant et motivant. Peut-être un jour, quand ma vie sera plus stable, comme on disait, je vais m'engager à long terme dans une campagne de 5 ans. Dans un an, on en a une nouvelle qui va reprendre. Oh! Ah, ça te dérange pas de jouer avec un démon, hein? J'adore. Écoute, on a des anges, on a des démons, on a Kali, on a Ikegame qui vient d'un autre de mes campagnes. Fait que tu sais, on est très très large. La diversité, là. C'est le cas de le dire. Super. Pour ceux qui nous écoutent, je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde, et à la prochaine. Bye bye. Bye.